Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, confiné, déconfiné, à moitié l'un, à moitié l'autre, puisque je suis en plateau avec Stéphane Monson. Bonjour Patrice. Vous êtes ancien doyen de l'université de la faculté de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes toujours professeur de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis on a dans les écrans des participants. Nous avons Rost. Bonjour Rost. Bonjour. Vous êtes le président de Banlieue Active. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental, et puis vous êtes aussi un artiste, vous êtes aussi rappeur, vous êtes aussi écrivain, et on a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Vincent Couronne, bonjour. Bonjour Patrice. Bonjour, vous êtes enseignant de droit et de sciences politiques, et vous êtes le fondateur d'un collectif qui s'appelle les Surligneurs. Et les Surligneurs font ce qu'on appelle du legal checking, c'est-à-dire que vous regardez dans les déclarations, notamment des hommes politiques, ce qui est possible et pas possible, les réformes qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. On s'aperçoit d'ailleurs souvent, en vous lisant, que souvent des hommes politiques ou des femmes politiques proposent des réformes qui existent déjà dans le droit, donc c'est même pas la peine de les proposer. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes éditeur. Toujours éditeur. Voilà, des éditions Lajoigny. Voilà, fidèle au livre. Fidèle au livre, et vous avez bien raison. Alors, il y a beaucoup de sujets, évidemment, de politique intérieure, mais je voudrais qu'on commence par quelque chose qui nous est venu de Belgique, mais qui nous concerne. Évidemment, ce sont les excuses qui ont été présentées par le roi des Belges, le roi Philippe, à l'égard du Congo pour la conduite de la Belgique pendant la colonisation. Excuses présentées au peuple congolais à l'occasion du 60e anniversaire de son indépendance. Alors, c'est intéressant parce que ça pose la question, est-ce qu'il faut s'excuser des conduites passées, des conduites au fond qui ont été celles des pères ou des grands-pères? Et à quoi servent ces excuses? Est-ce que ça efface ou non le passé? Est-ce que ça l'amoindrit? Je voudrais peut-être commencer par vous, Rost, sur cette attitude du roi Philippe. Comment vous la jugez? Écoutez, moi, je veux saluer une démarche qui est ancrée dans notre époque et ses exigences. Pour plusieurs raisons. Il faut savoir que à cette époque-là, il y a eu pratiquement 12 millions de personnes qui ont été tuées à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on est dans une période où l'histoire s'écrit en permanence. Et même si on sait que chez nous, on dit l'histoire appartient à celui qui gagne la guerre, parce que c'est eux qui l'écrivent. Donc, certains ont écrit l'histoire à leur manière, sauf qu'aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a énormément de choses qui émergent et il y a un peuple qui est en souffrance depuis très longtemps, qui est sous domination depuis très longtemps et il y a une nouvelle génération qui, elle, dit stop. Stop parce que inconsciemment, beaucoup de gens agissent au nom de cette domination, au nom de cette supériorité qu'on leur a mis dans la tête depuis très longtemps à l'égard d'un peuple. Et donc, le fait de reconnaître, c'est comme dans un statut, entre guillemets, parce que, alors, j'aime pas trop ce mot-là, parce que quand on l'utilise, les gens, déjà, à partir du moment où on parle de ces sujets, où on parle de les questions d'exclusion, on dit qu'on est dans la victimisation. Mais le statut de victime, il est important. Oui, on n'est pas en train de dire aujourd'hui que les Blancs, la génération actuelle, ce sont des colonisateurs, mais il y a eu des choses qui ont été faites par leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères, et donc il y a une manière aujourd'hui de voir comment on peut solder définitivement cette partie sombre de notre histoire de l'humanité. Il faut la solder, c'est impératif. Reconnaître le statut de victime à quelqu'un, c'est déjà une première étape pour sa reconstruction. Et on est dans ce processus-là, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Après, il y a des gens qui mélangent tout, donc on mélange ça avec la question du déboulonnement de certaines statues. J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'aborder ça. Parler, absolument, ouais. Et donc, voilà, de mon point de vue, en tout cas, moi, je veux vraiment saluer son courage, surtout dans une époque où la lâcheté politique est courante. Je veux vraiment saluer cette démarche. Au fond, vous dites, il reconnaît une histoire qui a existé. Au fond, c'est ça.
Mais il reconnaît une histoire qui a existé et il reconnaît aussi les drames que ça a pu causer derrière. C'est quand même, je le répète, c'est 12 millions de personnes qui ont été tuées au nom de ça, au nom de cette domination. C'est pas rien quand même. Qui veut intervenir sur ce sujet? Peut-être Jean-Charles? Je suppose que vous n'êtes pas d'accord, donc... Non, oui, bien sûr, on peut rarement être d'accord, mais c'est tellement évident. Alors, c'est très bien, ces excuses, elles viennent bien à un bon moment, ben, pourquoi pas, oui. Maintenant, est-ce que j'ai jamais entendu personne nier ce qui s'est passé et nier cette catastrophe et ce quasi-génocide qui s'est passé il y a des années. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on n'a rien dit. Et maintenant, jusqu'où est-ce qu'il faut remonter dans cette repentance permanente, dans ces excuses en permanence? Voilà, je ne sais pas. Et c'est sans limite. On va remonter à chaque fois, tous les 10 ans. Et est-ce qu'à un moment, on va dire, OK, on n'est pas, je veux dire, est-ce que Rost est responsable de ce qu'ont fait ses ancêtres? Non. Est-ce que je suis responsable de ce qu'ont fait mes ancêtres? Non. Voilà. Alors maintenant, ça va. On pourrait peut-être passer à autre chose, construire quelque chose et arrêter cette espèce de mea culpa permanent, qui c'est une sorte de bonne conscience que les gens essayent de se donner. En disant, ah, c'est bien, on va se mettre à genoux, on va battre notre coulpe. Ben, non, c'est juste, c'est sans aucun avenir. Et c'est surtout sans aucune utilité, à part de rassurer comme ça un petit peu les gens. Aucune utilité, peut-être pas, d'après ce que dit Rost. Vincent Couronne, et puis Rost, vous prendrez la parole après. Oui, Jean-Charles, je suis à moitié d'accord avec vous. En fait, je ne pense pas que si l'État s'excuse, c'est qu'on reconnaît notre propre responsabilité dans ce qui s'est passé là. Je pense qu'il faut distinguer, à mon avis, les excuses de l'État, qui l'État, lui, est responsable pour ce qui s'est passé, mais nous, en tant que tel, vous et moi, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé là, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos grands-parents, etc. Absolument. En revanche, je pense que c'est extrêmement important que l'État puisse s'excuser, parce que l'État, lui, eh bien, il est là pour une durée illimitée. Et l'État, en 1950, qui a fait ça, c'est toujours le même État en 2020. Et donc, il doit réparer, tout simplement. Mais nous, effectivement, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos aïeux. Sinon, on tomberait un peu dans le travers un peu de Jean-Paul Sartre, qui avait préfacé Les damnés de la Terre de Frantz Fanon avec une préface intitulée « Massacrons les Européens ». Et pourquoi est-ce qu'il fallait massacrer les Européens? Tout simplement parce qu'ils avaient été complices de la colonisation. Alors, sans aller jusque-là, moi, je pense que là, c'est des simples excuses de l'État. Chirac l'a fait en 95 à l'égard des Juifs déportés, c'était tout à fait normal. Macron l'a fait en 2018 à l'égard de la veuve qui a été un communiste torturé en Algérie. Bon, voilà. Et même le Congrès américain l'avait fait aussi à l'égard de l'esclavage et de la ségrégation. Il avait fait ça en 2009. Donc, ça me semble assez important. Et comme Rose disait, je pense que c'est important aussi pour pouvoir solder notre histoire. Et si je peux juste faire un rappel rapide d'Ernest Renan qui dans son discours Qu'est-ce qu'une nation en 82 disait qu'une nation en fait simplement c'est une nation lorsqu'elle accepte le legs de son histoire et je pense que pour un État s'excuser c'est aussi accepter toutes les facettes de son histoire sans forcément dire que les personnes qui vivent aujourd'hui sont responsables de ce qui s'est passé. Absolument. Rost et puis Stéphane Monson après. Rost, vous voulez... En fait, c'est ça. Et je l'ai précisé d'ailleurs dans ma première intervention, je le dis clairement. Il ne s'agit pas de dire que la nouvelle génération est responsable de quoi que ce soit. Il s'agit juste qu'on reconnaisse à un moment qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu un génocide qui a été commis et qu'il faille revoir la manière dont on gère. Parce que nous, on est même plus dans l'absolu, je vais vous dire. Moi, quand j'ai entendu Marion Le Pen faire sa sortie en disant oui, mais moi, je suis pour rien de ce que mes grands-parents ou mon peuple a pu faire. Personne lui demande quoi que ce soit. Hein. Personne demande à la nouvelle génération de dire qu'elle est coupable de quoi que ce soit. Elle n'est coupable de rien du tout. Toutefois. Et puis en plus, nous, on est vraiment très loin. On est plus loin que ça. On est loin dans le truc, c'est on demande aujourd'hui cette reconnaissance qui est loin d'être son histoire de repentance. Ça, c'est le mot qu'ils ont à la bouche là, les gens de droite qui veulent pas avancer sur l'histoire, qui sont archaïques et qui sont encore dans leur stupidité du passé. Mais je leur laisse ça. Mais concrètement, la nouvelle génération, elle dit. Il y a eu une manière de fonctionner qui aujourd'hui perdure. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que cette domination, cette façon de faire, de penser que ces États
appartiennent toujours justement à ces colonies, à ces colons, malgré tout. Ce qui fait que même les présidents africains, parce que j'entends souvent les gens qui disent oui, mais attendez, vos présidents, en même temps, c'est eux qui sont responsables. Ils sont responsables de rien du tout, parce que eux, ce sont des pantins. Nos présidents africains sont des pantins d'un système qui est mis en place, et lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui profite aux intérêts occidentaux, ils sont assassinés. C'est ce qui se passe concrètement. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui travaillent auprès de pas mal de présidents. J'ai même eu des discussions avec certains présidents africains, et je sais comment ça se passe, même lorsque la France veut certains projets dans certains pays, et lorsque les politiques de ces pays ne sont pas d'accord, il y a des manipulations qui sont faites, il y a des stratégies qui sont mises en place pour déstabiliser certains pays, et en fait c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui, parce que ça fait toujours partie de cette partie de la colonisation. Et l'arrivée justement du Brésil, l'arrivée de la Chine, même si on peut, voilà, moi c'est pas une arrivée que je trouve joyeuse, je préférerais que ces intérêts profitent plutôt à la France, mais ça a permis de rebattre les cartes. Et on a vu ce qui s'est passé en Libye, par exemple. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo, souvenons-nous quand même que Laurent Gbagbo a été blanchi de ces accusations, sauf qu'il ne peut toujours pas rentrer dans son pays, et on demande à la CPI comment se fait-il qu'on déloge un président, que la France déloge un président de la République pour placer quelqu'un qui va servir leurs intérêts, et aujourd'hui, l'autre qui est blanchi n'a même pas le droit de rentrer dans son pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, nous, notre génération, contrairement à nos aînés et à nos parents, nous, on comprend tout ça. On a étudié tout ça. On essaye de comprendre toutes ces stratégies. Et c'est pour ça qu'on parle de ces histoires de reconnaissance de la colonisation, pour que les effets de la colonisation, on puisse les combattre. Ça ne passera que par ça. Et c'est ça là où la petitesse d'esprit de certains reste uniquement sur l'aspect surface, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour et les conséquences de la séquestration, justement, de l'émancipation de l'Afrique à travers cette histoire. Stéphane Bonson, il a raison, Rost, quand, au fond, vous évoquez ce qu'on appelle le système de la France-Afrique. On a vu la difficulté d'en sortir. Je me souviens que quand votre collègue Jean-Pierre Cotte était ministre de la coopération, qu'il avait essayé d'en sortir. Elle a été virée du jour au lendemain de son ministère. Et c'est vrai que c'est un système, malgré les évolutions politiques intérieures françaises, qui perdure. Oui, alors ça c'est une chose. C'est une chose, la géopolitique, etc. Ouais. Et Rost avait raison de préciser que pour le fonctionnement entre guillemets de la France-Afrique, il faut être deux, et que les élites largement corrompues, les élites africaines très largement corrompues, notamment par la France, mais pas seulement. Rost a parlé de la Chine, qui fait un travail de corruption et d'entrisme qui est gigantesque. Font que les choses sont quand même d'une très grande complexité. Mais au regard de ce qui vient d'être dit, moi j'avais simplement deux observations. La première, c'est que, et je rejoins Rost sur ce point, il faut que les historiens, et ils le font d'ailleurs depuis quelques années, depuis quelques décennies, que les historiens mettent à jour un récit historique qui a pendant trop longtemps, alors autour de la question du récit national par exemple, qui a pendant trop longtemps non pas nié mais occulté, ou parfois nié, certains faits, certains aspects de la colonisation. Sous la Troisième République triomphante, on considérait, sous l'égide de l'idéologie du progrès, que la colonisation c'était quelque chose de très bien. Et il y a de grands humanistes qui, à la fin du XIXe siècle, ont défendu le principe même de la décolonisation, j'allais dire de toute bonne foi. Donc ça, c'est notamment un travail d'historien. Il faut rétablir les faits, les regarder en face et, si j'ose dire, se les approprier. Mais, seconde observation, la logique d'excuse, je la réprouve très fortement. D'ailleurs, le roi des Belges n'a pas présenté d'excuses, il a présenté des regrets. Oui. Et il y a débat aujourd'hui au Parlement belge, il y a débat au Congo,
ex-Congo, République du Congo, Oui, aujourd'hui. dans la vie politique congolaise, puisqu'il y a des leaders politiques qui disent mais on se fiche de nous, on veut plus que des regrets, on veut des excuses. Et puis d'autres disent on veut plus que des excuses, on veut une contrition avec un mécanisme de réparation. Donc mettre le doigt dans cette logique de contrition, c'est, et là je rejoins Jean-Charles, c'est sans limite, c'est sans fin. Et il y a aujourd'hui une commission parlementaire à Bruxelles, Parlement belge, qui s'est réunie et qui travaille et qui doit statuer sur le fait de savoir si le Royaume de Belgique va, à l'issue de cette enquête, présenter ou pas des excuses, c'est-à-dire passer des regrets aux excuses. Et puis peut-être ensuite, des excuses à la... et ainsi de suite. Ouais. Donc ça, je le réprouve. En revanche, ce que j'approuve, c'est une logique de reconnaissance. Jacques Chirac, en 1995... Oui, il avait raison, Vincent Couronne, de faire ce... Il avait raison à la seule réserve près qu'il me semble que Jacques Chirac, au discours du Veldiv, n'a pas présenté les excuses de la France, mais il a reconnu la responsabilité de l'État. Ce que Mitterrand considérait comme Gaulle, étant inavouable, enfin impossible. Ouais. Chirac l'a reconnu. Et cette logique de reconnaissance, oui, elle nous met objectivement face à notre histoire, face aux heures sombres de notre histoire, que nous devons tous, sans distinction, nous approprier pour en tirer des conséquences sur le temps présent et sur le temps futur. Oui, on ne peut pas dire que la colonisation, c'est pas la France. Mais comme on a dit pendant longtemps, Vichy n'est pas la France. Enfin, bien entendu. Comme De Gaulle et Mitterrand. Bien sûr. Vichy n'est pas la France. Rost, peut-être, vous disiez, alors il faut distinguer, au fond, peut-être une réponse à ce que dit Stéphane Monson d'abord. Est-ce que lui dit, voilà, au fond, les excuses, on met le pied dans un engrenage difficile. Non, mais dans l'absolu, les excuses, nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est justement la reconnaissance de l'histoire, et puis surtout, justement, avec ce que ça engendre. Ça veut dire que, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu des gens qui m'ont interpellé dans la rue parfois. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y avait 3 couples, et avec une virulence sur les choses. En me disant oui, c'est inadmissible ce qui se passe avec les manifestations, avec ci, avec ça, avec les gens qui déboulonnent des statues. Et à un moment, je lui dis mais et en plus en parlant après des violences qu'il y aurait eu lors des manifestations d'Adama Traoré, enfin bon un mélange de tout. Et je lui expliquais d'ailleurs qu'on se faisait que je lui expliquais comment se passait la manifestation qui était pacifique et qu'à la fin on était nassé et qu'on était gazé par les policiers. Souvent, au fait, parce que là, on s'égare. Non, mais attendez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que sinon... Et donc, et au moment où je dis on s'est fait gazer, elle me dit mais c'est inadmissible que vous utilisiez le mot gazer parce que je sais pas quoi. Et donc, j'ai compris que c'était quelque chose qui lui rappelait à elle l'histoire, son histoire à elle. Et je lui ai posé une question justement à ce moment-là sur les questions des statues. Je lui ai dit, est-ce que vous, aujourd'hui, s'il y avait une statue de Pétain à Vichy, est-ce que vous vous battriez pour qu'elle soit déboulonnée? Et elle m'a dit, mais bien évidemment qu'il faudrait c'est même pas pensable. Et d'ailleurs, je crois que ça a été le cas. Historiquement, je crois qu'il y avait une statue de Pétain qui a été déboulonnée. Et je lui ai expliqué qu'il y avait eu des rues qui ont été rebaptisées au nom de l'histoire, justement, qui a été subie. Pourquoi? Elle dit oui, mais c'est pas pareil. Ah, pourquoi ça serait valable pour certains et pas pour d'autres? Je veux dire, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Ce qu'il dit, c'est que les historiens doivent se poser, les historiens de tout horizon doivent se poser pour réécrire l'histoire réellement et qu'on arrête de continuer à coloniser l'esprit des gens. Et ce qui fait d'ailleurs que quand les gens ne sont pas instruits, souvent, ils racontent des conneries et ils vont vers des dérives qui n'ont rien à voir dans le fond, alors que les choses seraient beaucoup plus simples que ça, que de se dire à un moment, oui, il y a eu cette histoire, on l'assume, on se pose à table, on voit comment on peut essayer d'avancer et comment on peut régler les choses pour que les nouvelles générations n'aient plus ce sentiment justement d'avoir leur avenir qui est séquestré et à cause des questions de géopolitique et tout ça, qui sont encore sous le joug justement de celui qui les a colonisés, parce que la colonisation pour nous elle est juste théorique, hein, je peux vous le dire, hein. Et c'est le sentiment de tous les Africains qui ont un minimum d'études, ils vous le disent tous,
La colonisation, la décolonisation est juste théorique. Vincent et Jean-Charles, là, on ne va pas aborder le fond de savoir s'il faut déboulonner ou pas des statues, mais l'idée quand même qu'on peut regarder l'histoire, la re-regarder, est-ce que ça vous choque ou pas? Jean-Charles, je pense qu'un peu, mais allez-y. Non, mais moi, ça ne me choque pas. J'ai fait des études d'histoire, j'adore l'histoire, et l'histoire, c'est ce qui est le plus important. Mais l'histoire, elle ne doit pas justement être, je déteste ce mot employé par Rost et consorts, c'est cette réécriture, ce terme de réécriture, moi, ça m'évoque tout ce qu'il peut y avoir de pire dans des régimes qui sont de moins en moins démocratiques. C'est-à-dire qu'on réécrit, et puis, suivant le groupe de pression, on réécrit dans un sens pour calmer les foules. Alors, c'est très bien, mais c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas de réécriture. Les historiens font très bien leur boulot. Comme le dit très justement Stéphane Manson, les historiens, ça fait quand même quelques décennies qu'ils s'y mettent, et il faudrait simplement que Rost et ses amis lisent ces historiens plutôt que de rester calés sur des trucs vieillissants, etc. Les choses avancent, et elles avancent dans le bon sens. L'histoire se fait, l'histoire est tout à fait intéressante et tout à fait bien enseignée dans nos universités et dans les livres qu'on peut acheter et que beaucoup de gens devraient acheter avant de s'exprimer. Et voilà, il n'y a pas besoin de réécrire. Je déteste et je ne supporte pas ce terme de réécriture. Je veux dire, on sait très bien comment on a réécrit l'histoire, et puis les amalgames, tout d'un coup faire glisser. Alors le débat, on est en train de parler du roi des Belges et on arrive sur Pétain à Vichy, mais c'est un gloubi-boulga intellectuel qui peut peut-être faire illusion auprès de gens qui réfléchissent pas beaucoup, mais ça n'a aucun sens, aucun sens. Je veux dire, c'est noyer le poisson. Et vous avez l'esprit beaucoup trop étriqué pour comprendre les réalités de notre époque. Rien. Vincent. Et puis après, on va passer à un autre sujet. Oui, si je veux essayer de faire un exercice de synthèse, faites la synthèse. Pour ne pas me mettre tout le monde sur ce plateau, je dirais que, comment dire, si je reviens juste sur un point, la question de la reconnaissance ou des excuses par l'État, je pense que c'est nécessaire, mais que c'est pas forcément mettre le doigt dans un engrenage, parce que c'est au pouvoir politique de fixer aussi les limites de jusqu'où est-ce qu'il faut aller, et dans chaque cas particulier, alors vis-à-vis par exemple d'Haïti, il y a la question de la dette, etc., vis-à-vis de l'esclavage, il y a tout un tas de choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que l'argument de l'engrenage, ça me rappelle un petit peu, il faut avoir confiance aussi dans le pouvoir politique et le débat aussi public pour fixer des limites. C'est parce que tout ça me rappelle un peu le débat sur la loi sur le mariage pour tous, où à l'époque on disait que marier des personnes de même sexe ensemble, c'était mettre le doigt aussi dans un engrenage, et que un jour on marierait les animaux ou les gens avec des animaux entre genres. Évidemment, c'est absolument faux, et on sait bien avant, fort heureusement. Mais et donc la question des limites, ça vient aussi ça amène à la question des statuts, c'est-à-dire que, et de l'histoire en général, parce que les statuts, c'est simplement la face visible en fait de notre soit reconsidération de l'histoire, acceptation de l'histoire, etc. Et la question des statuts, en fait, c'est une question de est-ce qu'on va commémorer ou célébrer une personne, ou est-ce qu'on va plutôt la garder en mémoire. Et une statue des Confédérés, par exemple aux États-Unis, est-ce qu'il faut la mettre devant une mairie, ou est-ce qu'elle a sa place dans un musée? Moi, je pense qu'elle a plutôt sa place dans un musée. La salle Colbert à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut la rebaptiser? Bon, il faut voir aussi pourquoi est-ce qu'on se souvient des personnes. Colbert, on s'en souvient, non pas par rapport au Code noir, mais on s'en souvient par rapport à quoi? Au colbertisme. Et alors qu'il y a eu des effets aussi sur la colonisation, etc. Mais dans ces cas-là, si on rentre dans cette logique-là, on ferme Versailles, on ferme, et puis on... C'est quand même le créateur de l'État aussi, Colbert. Pardon? Je dis, c'est aussi le créateur de l'État, Colbert, de l'État français. Oui, en tout cas, oui, donc, il a une pierre importante à la moderne. Et ça pose le problème d'ailleurs, parce que si on déboulonnait la statue de Colbert, est-ce que ça enlève pour autant le Code noir? Je ne pense pas. Mais... Non, en revanche, tout ce débat est intéressant. Oui, absolument. Oui, peut-être Stéphane, historiquement, c'est vrai. Historiquement, oui, c'était un progrès. C'était fixé, c'était fixé un statut pour les Noirs, qui notamment fixait, pour les esclaves noirs africains, qui fixait un statut. Alors évidemment, c'est horrible à regarder avec 4 siècles de recul, mais à l'époque, c'était le propriétaire de l'esclave. L'esclave était considéré globalement comme un meuble,
comme un bien. Oui, absolument. Le propriétaire faisait de son esclave ce qu'il voulait. Avec ce code, avec ces textes, il y avait quelques limites. Alors, à regarder ça encore une fois avec 4 siècles de recul, évidemment, c'est complètement fou. Mais à l'époque, c'était déjà ça de prix. C'est vrai qu'il faut peut-être aussi se garder de juger les époques antérieures avec nos yeux d'aujourd'hui. Pas d'anachronisme. Pardon ? Oui, je pense qu'il faut reconnaître et réparer, mais pas faire d'anachronisme. Absolument. Alors, on va peut-être passer au deuxième sujet. C'est la condamnation d'un ancien Premier ministre. On avait déjà eu la condamnation d'un ancien président de la République avec Jacques Chirac. Condamnation d'un ancien Premier ministre. Ça en dit beaucoup sur une époque, Stéphane Monson, de la vie politique. Ça dit beaucoup, je crois, de la vie politique telle qu'elle est encore aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de manipulation et tout et n'importe quoi sur ce sujet. On mélange tout. Enfin, ceux qui se permettent, les quelques élus, quelques grands élus, ex-soutien ou soutien actuel, enfin j'en sais rien si Fillon est toujours utile de le soutenir ou pas, mais de François Fillon, se sont fendus de déclarations ou de commentaires qui sont au mieux grotesques, au pire complètement manipulateurs et qui prennent les gens pour des imbéciles. Voilà. Vous pensez à ceux qui disent voilà, c'est une affaire montée de toutes pièces, il fallait un coupable désigné d'avance. C'est-à-dire que là aussi, deux brèves observations. La première, c'est qu'on parle de quoi? De qui? On parle du parquet. Et le parquet, les magistrats du parquet ne sont pas des juges. J'ai lu dans la grande presse, je dis la grande presse, la presse digne de ce nom, la presse papier s'il vous plaît, il y a 2 jours, la juge Houlette, Eliane Houlette, qui était le procureur du parquet national financier. C'est pas un juge. Eliane Houlette elle est en retraite aujourd'hui, magistrate, mais elle n'est pas juge. Un membre du parquet ne juge pas, mais lance des poursuites. Et la situation pour l'instant, c'est qu'en France, le parquet n'est pas indépendant. Il est soumis aux directives de politique pénale générale du gouvernement. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre débat. Je note au passage que les élus, la République, les républicains qui se sont exprimés avaient à l'époque voté contre le principe de l'indépendance du parquet national financier. Le parquet national financier qui est soumis à la hiérarchie du parquet général de la Cour d'appel de Paris. Et puis, la seconde observation insiste sur le fait qu'il y a ici une très forte contradiction. Pourquoi? Parce que les directives, les influences, mais les influences juridiquement fondées de la procureure générale de Paris à l'encontre de la procureure financière, cette influence a joué essentiellement, on va voir ce que dit Madame Chanrenaud aujourd'hui devant la commission parlementaire, mais de ce que j'en ai lu, ont essentiellement joué sur les modalités de poursuite, les modalités d'enquête. Initialement, une enquête préliminaire avait été diligentée. Qu'est-ce que c'est simplement qu'une enquête préliminaire? C'est une enquête qui est totalement maîtrisée par le parquet, par le procureur. Et le procureur demande à la police de bien vouloir mettre au jour certains premiers éléments, des éléments fondamentaux pour savoir ce qu'on fait, si on continue ou si on arrête. Le seul problème, c'est que les avocats, la défense, n'a pas accès à cette enquête préliminaire. Donc, le jeu des avocats de François Fillon a consisté très rapidement à demander au plus vite la transformation de cette enquête préliminaire en une information judiciaire. L'information judiciaire, au contraire, c'est une modalité d'enquête qui n'est plus conduite par le parquet, mais par un juge d'instruction, un juge, donc indépendant, et auquel la défense a accès. Ce qui a été fait. Et on sait que les instructions de Mme Chanrenaud, procureure générale de Paris, allaient en ce sens, pour hâter Mme Houlette de bien vouloir demander l'ouverture d'une information judiciaire. Oui. La chose la plus invraisemblable, ça serait que, s'agissant d'un candidat à la présidence de la République, le parquet général s'en lave les mains. Bien sûr, bien évidemment. Pensez bien, enfin, alors, les sondages le donnaient favori. On était à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est évidemment un dossier exceptionnel qui a sans aucun doute fait l'objet d'un traitement exceptionnel à l'époque. Mais comment aurait-il en être autrement? Mais il n'en reste pas moins que le plus lourd handicap, le plus lourd boulet pour François Fillon, c'est lui-même. Sur ce sujet, qui veut intervenir?
Mais c'est extraordinaire parce que au final, j'entends les gens qui disent oui, mais c'est cette affaire qui a plombé François Fillon, c'est pour ça qu'il n'a pas été élu. Non, ce sont les électeurs qui n'ont pas voté pour lui parce qu'il a été quand même au bout des élections. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, moi, en ce moment, je ris parce que je vois tout l'entourage de François Fillon monter au créneau pour dire que la justice était manipulée, que la justice n'était pas égale, que la justice... Mais c'est nous, quand nous, on dénonçait ça sur ce qui se passe dans les quartiers populaires. Parfois, on nous disait, mais attendez, vous mettez en cause la France et son fonctionnement, vous êtes des horribles, des horribles personnes qui détestaient la France et son système, alors que voilà, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de dire exactement la même chose sur cette justice qui n'est pas toujours équitable et qui fonctionne à plusieurs vitesses. Bon, cela dit, je ne vais même pas m'étaler plus sur l'affaire. Moi, je me souviens juste, je suis ravi que la justice ait quand même été au bout et que même si la condamnation, pour moi, me paraît très légère au vu de ce qui s'est passé et le fait que ça soit quand même des politiques avec une... Oui, mais quand vous êtes à ces postes-là, vous devriez être exemplaire. Et juste pour terminer, il y a une citation je me souviens d'une citation de François Fillon qui dit « Il y a injustice sociale sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public. » Ouais. Merci, monsieur Fillon. On pourrait ajouter aussi qu'il disait, une fois qu'une peine est prononcée, il faut qu'elle soit appliquée. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Et oui, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, qui est quand même la plus belle bourde qu'il ait faite. Peut-être Jean-Charles et puis Vincent sur ce sujet. Ben, écoutez, moi je trouve que la justice fait remarquablement bien son travail. Je suis étonné que Rost soit du même avis que les amis de Fillon pour critiquer la justice comme d'habitude. La justice fait le job, elle le fait très bien. On a deux spécialistes ici qui peuvent nous expliquer par le menu comment ça fonctionne. L'explication de Stéphane Manson était tout à fait intéressante. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Après, quand j'entends Roth, alors bien évidemment, c'est tellement facile, la peine légère, on peut tout dire, sauf que c'est une peine légère de condamner quelqu'un à 2 ans de prison. Parce que quand quelqu'un est condamné à 2 ans de prison et c'est quelqu'un que vous aimez bien, vous trouvez ça horrible, Ross, mais quand c'est quelqu'un que vous aimez pas, 2 ans de prison, c'est rien. Donc vous avez un peu si c'est justifié, à géométrie variable sur la dureté des peines. Je trouve ça assez curieux. Mais bon, je ne vois pas en quoi cette peine est légère. Elle est peut-être juste, mais en tout cas, elle n'est pas légère. Et condamner quelqu'un à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ce n'est pas une peine légère. Et je note cette parole que vous avez dite, Ross, parce que quand on verra... Vous indignez tous les jours pour beaucoup de choses. On verra vous indigner quand quelques personnes seront condamnées à 2 ans de prison et que vous hurlerez à l'injustice, à l'horreur, au retour aux pires époques de l'histoire. Chacun voit midi à sa porte. On a bien entendu Patrick Balkany regretter que la justice ne soit pas assez ferme à l'égard des manifestants. Donc c'est vrai que selon qu'on soit concerné ou pas, on a des avis différents. Vincent Couronne. Oui, moi je pense que le problème en fait dans toute cette histoire, c'est la question de l'indépendance du parquet. Tant qu'on n'a pas un parquet parfaitement indépendant, il y aura toujours des suspicions. Alors il y a une ironie folle à voir François Fillon et son équipe hurler contre ces supposées pressions qui alors en réalité allaient dans le sens de l'intérêt de François Fillon et qui étaient probablement faites en plus à sa demande. Donc ça je veux dire, c'est la question de l'indépendance. Et il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer dans quelques mois qui pourrait changer la donne. Alors, vous avez peut-être pas entendu parler de ça. Bon, Stéphane, j'imagine que oui, bien évidemment. Mais dans quelques mois, va se mettre en place à Paris un procureur européen. Un procureur européen qui sera directement mis en place par l'Union européenne. Il y en aura un dans chaque État membre de l'Union européenne. Et chaque procureur européen sera là pour poursuivre toutes les atteintes aux intérêts financiers de l'Union. La fraude à la TVA, par exemple, etc. La particularité de ce procureur européen, c'est qu'il va travailler à côté des procureurs français, et lui, il aura une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir politique.
Et ça, à mon sens, ça va faire boule de neige. C'est-à-dire que déjà, ça va faire des jaloux. Et puis, ça va montrer aussi qu'un parquet totalement indépendant en France, parce que c'est le cas dans quasiment tous les autres pays européens, il est indépendant, eh bien, ça peut fonctionner. Et à mon avis, ça va faire des émules. C'est vrai que, alors, en deux mots, hein, sur ce débat sur l'indépendance ou pas du parquet, c'est dire que nous, on a une vieille tradition centralisatrice qui fait que ceux qui sont contre l'indépendance du parquet pensent que si elle existait, les directives du ministère de la Justice seraient peut-être appliquées différemment selon les territoires et selon les endroits, selon les procureurs, au fond, qui seraient libres. C'est un peu l'argument contre l'indépendance, c'est celui-là, en gros. Hein. Oui, c'est ça. C'est l'archétype politique pénale. L'archétype, c'est les systèmes du parquet américain, états-unien, hein, qui sont où on a de véritables politiques pénales locales. C'est-à-dire, vous allez dans une ville, dans un comté, vous avez des politiques pénales totalement différentes. On vous poursuivra pour une infraction dans un comté, on vous poursuivra pas dans l'autre. Si on a fini là-dessus, on passe au municipal parce que c'est intéressant. Peut-être, Stéphane. On peut faire peut-être un petit mot sur ce qui s'est passé dans les Yvelines, sur ce territoire, dans les municipales. Il y a deux faits intéressants. C'est la Verrière et c'est Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville, perdu par le Rassemblement national. C'était un des bastions. Hein, oui, enfin, un bastion. Je sais pas. Avait été gagné par. Oui, parce que Cyril Noth avait quand même remporté en 2014 les élections à la faveur d'une triangulaire et d'une désunion totale de son opposition de gauche. Et puis la Verrière, évidemment. La Verrière, là pour le coup, c'était un petit fief communiste qui, là aussi, avec des divisions très fortes au sein de la majorité, de l'ancienne majorité municipale, qui a donc favorisé le candidat de l'opposition de droite. Absolument. Voilà, c'est tout à fait notable. Vous avez raison, mais pour ce qui s'est passé dans les Yvelines, au fond, c'est fondamentalement une assez grande stabilité avec la plupart des communes qui reviennent aux Républicains, au parti LR. C'est sans doute de ce point de vue à l'image de ce qui s'est passé sur le plan national. Il y a un chiffre que je lisais ce matin, et c'est tout à fait, c'est beaucoup plus fort qu'au cours des dernières élections municipales. 83% des élus sortants ont été reconduits. 83%, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et alors, c'est intéressant parce que tout le monde a titré, les journaux notamment, sur la poussée verte. Alors, elle existe dans les grandes villes. Est-ce qu'elle est vraiment réelle? Enfin, c'est une des questions que posent ces élections municipales. Qui veut intervenir là-dessus, Vincent? Oui, c'est une poussée verte en fait de façade. En réalité, bon, c'est un paravent parce que la poussée verte, elle est essentiellement dans des grandes villes, dans les très grandes villes en réalité, et c'est dans des villes symboliques comme Bordeaux, Lyon, Strasbourg, etc. Et même Marseille. Je veux dire, même si tout n'est pas joué encore à ce jour. Mais bon, en réalité, c'est ces 10 grandes villes que les Verts ont emportées, c'est à peu près tout, en fait. En revanche, ils sont pas seuls. Ils sont alliés à de la gauche, généralement. Hein. Alors voilà, ça effectivement. Et justement, il ne faut pas non plus trop relativiser ce succès, tomber dans le travers inverse, parce qu'en réalité, cette prise des grandes villes par les Verts, elle montre l'efficacité de l'union de la gauche et l'union très souvent de la gauche avec le PS derrière les écolos. Et c'est pas pour rien que dès le soir même des résultats des municipales, Olivier Faure, le secrétaire général du PS, du Parti socialiste, a déclaré que pour 2022 et la présidentielle, il était prêt à soutenir un candidat PS qui s'allierait derrière le candidat écolo. Alors là, on a probablement ici la préfiguration d'une potentielle union de la gauche. Alors est-ce que ça comprendrait LFI ou pas? C'est peu probable, mais en tout cas, c'est probablement pour Emmanuel Macron qui pensait jusque-là que son danger était sur sa droite, il est peut-être en réalité sur sa gauche. Alors, moi, c'est mon explication de ce vote, mais je vais vous la soumettre et puis vous allez me dire. Moi, j'ai l'impression que,
les sondages nous disent le match de 2022, ça sera le match retour de 2017, c'est-à-dire Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Et donc les gens disent oui, ça sera ça, mais quand on leur demande ce qu'ils souhaitent, ils disent qu'ils ne souhaitent pas ce match retour. Et à chaque fois que les Français n'ont pas souhaité un match retour dans les présidentielles, il n'a pas eu lieu. Alors est-ce que justement, ils ne sont pas en train de chercher une solution alternative à ce match retour qu'on leur annonce comme fait d'avance? Je ne sais pas si c'est pour moi la question. La question est claire, mais... Je sais pas, moi, pour dire rapidement un mot par rapport à ce que veulent les Français ou ce qu'ils ne veulent pas, ça me rappelle souvent sur les questions européennes, les Français s'estiment pas assez informés sur les questions européennes, ils veulent être mieux informés sur les questions européennes, et quand on leur met plus d'Europe à la télé, ils regardent pas. Les Français disent ils veulent plus d'informations positives aux infos, aux JT, etc. Et ils en ont marre de voir que des gars, etc. Mais quand on leur met des infos positives, ils regardent pas. Donc j'ai l'impression que sur ce match retour en 2022, ils en veulent pas, mais qu'en réalité ils ont quand même une tendance à le réinstaurer, quoi qu'il en soit. Ouais, mais regardez, il ne voulait pas du match Chirac-Jospin, ça n'a pas été Chirac-Jospin, ça a été Le Pen. Il ne voulait pas du match retour Hollande-Sarkozy, et ni Hollande ni Sarkozy n'ont pu se présenter. Quand même, quand il y a des différences entre le souhait des Français et l'opinion qu'ils ont sur ce qu'il va se passer, c'est généralement le souhait qui gagne. Alors, Stéphane, peut-être là-dessus. Après, Pardon, Rost, oui. Ah bon. Non, mais aujourd'hui, il faut quand même faire attention à une chose, c'est que on est dans une période où les médias jouent un rôle important dans tout ça. Le premier pouvoir pour moi aujourd'hui, il réside dans les médias. Et c'est eux qui, plus ou moins, imposent. Jusqu'à présent, on n'a personne qui émerge. On ne veut pas, moi j'ai cette impression-là, qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui émergent. Le peuple, petit à petit, fera le boulot. Il nous reste 2 ans. Bon, en politique, ça peut aller très vite. Et dans le même temps, qui en face, aujourd'hui, concrètement, qui en face a la carrure, en tout cas, qu'on a mis en avant comme ayant la carrure pour incarner, justement, la présidence. À part Donc, moi, je pense que oui, pour l'instant, en tout cas, on se dirige à nouveau vers ce duel entre Macron et Marine Le Pen. Sauf que ce dont se rendent pas compte beaucoup de gens, et ces médias d'ailleurs qui jouent à ce jeu dangereux, c'est que aux prochaines élections, je peux vous dire une chose, que la grande majorité, attention à ce que je vais dire, la grande majorité des gens que je connais aujourd'hui, si en 2022, on se retrouve avec Macron et Marine Le Pen au 2e tour, la grande majorité n'iront pas voter. Je vous le dis comme tel. Et pourtant, ce sont des gens que je connais qui sont des fervents combattants du droit de vote et de l'exercice. Et je peux vous dire que c'est ce qui va se passer parce qu'ils sont tellement dégoûtés par ce quinquennat qu'ils ne feront pas la démarche, quitte à prendre le risque que Marine Le Pen passe. Eh ben, puisque les Français, puisque on veut ça, eh ben, allons-y et on verra. Moi, je crois que après, on verra ce qui va se passer, mais je crois que s'il y avait en effet ce match-là, vous avez raison, il y aurait une forte abstention. Jean-Charles, la journée sur l'analyse des municipales. Voilà, plusieurs choses. On est à 2 ans de cette élection. Avant l'élection, 2 ans avant l'élection de Macron, qui aurait mis un demi-jeton sur l'arrivée et l'éclosion de Macron. Hollande, il y a 2 ans avant. Hein. Et après, c'était Juppé. Donc, on a quand même tout notre temps pour voir apparaître de oui, mais enfin, on peut essayer de... C'est vrai qu'on n'en voit pour l'instant pas l'émergence d'une touffe de cheveux. Je le reconnais. Deuxième chose, il faut faire attention dans toutes ces analyses sur la poussée verte, bien évidemment réelle, mais elle est aussi, à mon avis, symptomatique d'une énorme différence entre la France des villes et puis le reste de la France. Parce que sinon, on aurait eu cette poussée verte absolument partout. Et on a cette poussée verte uniquement dans les centres urbains. Alors, sans donner dans la caricature, il y a un côté un peu bobo, sympathique, il y a une écologie agréable, on est là,
on sait que, honnêtement, ça ne va pas porter beaucoup à conséquence. Il y a une telle multiplicité, d'abord, des caractères, des opinions et des courants chez les Verts, qu'on est tout à fait tranquille avant que ça soit un grand chambardement. Donc, je ne sais pas quels sont les liens entre la maire de Strasbourg, le maire de Lyon, etc. Ça se trouve, ils ne pensent pas du tout la même chose de quoi que ce soit, à part peut-être sur le nucléaire, j'en sais rien. Donc, on est face à une multiplicité vraiment démentielle. Et puis, moi, ce qui m'apparaît vraiment, c'est que en dehors de ces villes, le vote vert, il n'existe quasiment pas. Donc ça, c'est effectivement à prendre en compte, parce que concrètement, ça fait combien de gens qui votent vert pour combien de gens qui ne votent pas vert et qui ne s'intéressent pas. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, un peu dommage, mais que beaucoup de gens, pour eux, le vote vert ne veut strictement rien dire. C'est même pas une alerte, etc. Donc il y a vraiment, faisons attention à cette différence fondamentale entre une France des villes et le reste de la France. Sans compter la force de l'abstention, que vous voyez que Martine Aubry est réélue à Lille avec 15 000 voix. C'est quand même... Et 223 voix d'avance, surtout. Oui, et 223 voix d'avance. Stéphane Monson, peut-être... Alors, on peut analyser ces municipales de diverses façons, mais il y en a un qui doit les analyser, c'est le président de la République. Est-ce qu'il doit courir derrière cette vague verte? Est-ce que c'est pas, comme disait Jean-Charles, parce que c'est une nébuleuse, les Verts, il y a de la protestation, il y a de l'anticroissance, il y a des libéraux, il y a beaucoup de choses qui composent la mouvance verte. À votre avis, si vous étiez Emmanuel Macron? Ah non. Je dis beaucoup, je suis extrêmement sollicité par beaucoup de proches pour me présenter à la prochaine élection présidentielle, mais je réponds que pour l'instant. Et même, on vous a proposé d'être ministre. Ah oui, j'éteins mon téléphone. Donc, oui. Non, mais vous voyez, ce que vous dites, la course, c'est une espèce de course à l'échalote. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle ce qui s'est passé depuis les années 1980, 83, 85, où on parlait de cela à propos des idées du Front National. On disait, voilà, chacun il met du sien pour essayer de s'approprier les grandes thématiques du Front National, l'immigration, l'insécurité, tout ça étant lié, etc., selon les dires du Front National. Et on a fait monter le Front National. Je crois que pour les Verts, il se passe à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez plus personne aujourd'hui sur l'échiquier politique, et on l'a vu à ces élections locales, qui oserait se dire anti-écologique, anti-transition énergétique, que sais-je encore, même si il faut bien examiner de près le discours de certains écologistes, et pas de tous, parce que c'est vrai qu'on s'y perd, il y a autant de courants qu'il y a d'écologistes, les discours pseudo-scientifiques ou alarmistes sur la 5G, sur l'énergie nucléaire, que sais-je encore. Bon, mais le fait est que moi, votre question, si j'étais aujourd'hui à l'Élysée, heureusement que je n'y suis pas. Non, mais on va la poser à chacun. Est-ce que vous gardez Édouard Philippe ou pas, voilà. Ah oui, mais là, on change de sujet. Mais là, pour clore sur les... Enfin, clore, si c'est le cas, sur les municipales, moi, je pense que y a le premier phénomène, enfin, c'est d'une absolue banalité que de le dire, mais c'est que 60% d'abstention au municipal, ça n'a jamais existé. Bon, donc, alors, on peut trouver 1000 raisons rationnelles. Il y a des raisons de santé, mais c'est pas les seules. Mais enfin, c'est pas les seules. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument inédit et d'extrêmement inquiétant. La seconde observation, c'est ce que disait Jean-Charles, c'est que, et ce que disaient tous nos interlocuteurs, c'est que cette poussée verte, non, c'est vraiment un gros arbre très visible qui cache la forêt. 7 villes de plus de 100 000 habitants sur 42. 7 centres urbains, parce que les Verts sont souvent assez mal placés politiquement pour remporter les intercommunalités, notamment les métropoles, les communautés d'agglomération, etc. Les vrais, s'il fallait identifier des gagnants de ce scrutin municipal, de mon point de vue, ce sont les Républicains, qui, grosso modo, conservent la plupart, sauf de mauvais symboles. Je pense, comme vous le disiez, 83% des maires réélus, c'est-à-dire qu'il y a une prime quand même aussi aux sortants. Et là, il y a une prime accentuée avec la crise sanitaire, bien sûr. Et donc, pardon, Rost, oui. Non, moi je voulais juste dire un mot. Ah pardon, Jean-Charles, sur l'abstention dont tout le monde se gargarise, etc. Vous n'arrêtez pas, et vous avez bien raison, de répéter avant les élections que 80% des maires étaient réélus.
Là, vous nous dites, et vous avez tout à fait raison, que 83% des maires sont réélus. Comment pouvez-vous imaginer que les gens se passionnent réellement pour des matchs qui se paraissent la plupart du temps courus d'avance? Je comprends très bien que les gens ne se déplacent pas. C'est pas du tout. Vous savez très bien que votre maire, 8 fois sur 10, va être réélu. C'est pas la peine d'interrompre sa partie de pêche ou de se lever le matin et de risquer pour les gens qui sont terrorisés d'attraper un virus. Donc, à quoi ça ajoute, à mon avis, la faute originale qui a été d'organiser le premier tour au mois de mars? Et je pense que là, c'est de là que tout découle, parce que c'est vrai qu'à partir de ça, la machine était lancée, on ne pouvait pas faire le deuxième tour beaucoup plus longtemps, parce que ça bloquait le fonctionnement des communautés notamment. Enfin bon, ça a été sans doute la faute. On va faire l'exercice. C'est pas si grave que ça. On va faire l'exercice. Stéphane Monceau, vous êtes Emmanuel Macron, vous gardez Édouard Philippe ou pas? Qui veut répondre? Vincent Macron, voilà. Moi, alors si je suis à l'Élysée, je prendrai déjà quelques vacances, je pense, après cette période un peu difficile. C'est la première chose que je ferai. Et puis, alors, est-ce que je garde Édouard Philippe ou pas? J'avoue que je suis bien content de ne pas y être pour ne pas avoir imposé parce que c'est vraiment choisir entre deux mauvaises solutions. Édouard Philippe est populaire aujourd'hui. Enfin, c'est relatif, mais il est quand même assez populaire aujourd'hui. Donc, si on s'en débarrasse, en fait, s'il se débarrasse de Fillon. Lapsus révélateur. Le Philippe. Il se débarrasse de comment s'appelle-t-il, Édouard Philippe, c'est ça? Ouais. Il faut savoir par qui il remplace. Et je pense que c'est ça la vraie question, parce que se débarrasser d'un Premier ministre populaire, il a intérêt à la remplacer par quelqu'un qui, s'il n'est pas populaire aujourd'hui ou pas très connu quoi que ce soit, il y a un sérieux, un sérieux moteur sur le capot. Hein, on parle beaucoup de la ministre de la Défense, Florence Parly, ce qui permettait à Stéphane Monceau de dire tout à l'heure hors antenne, quand il y aura un deuxième gouvernement, il y aura un gouvernement Parly 2. Rost Macron. Ouais, ça serait un peu un choix à la von der Leyen, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui n'est pas très connu, qui est ministre de la Défense, en place. Mais qui connaît bien le fonctionnement de l'État. Et qui connaît bien le rouage de l'État. Rost Macron, vous gardez Édouard? C'est compliqué parce que oui, il a tout résumé. Hein. Quelqu'un qui est populaire, alors tout dépend des ambitions d'Édouard Philippe dans le fond. Et en politique, on sait que l'amitié entre guillemets, la loyauté, c'est pas forcément la vertu la plus courante. Donc je sais pas. Moi, je pense que il ferait mieux de le garder parce que souvent, un Premier ministre sortant, même si ça lui venait à l'esprit de se présenter, en général, il passe pas. Encore une fois, aujourd'hui, il est à ce niveau, entre guillemets, dans les sondages. Encore une fois, ça reste des sondages. Il est à ce niveau-là, mais en 2 ans, je peux vous dire que ça peut aller très vite. Voilà. Jean-Charles? Moi, bien évidemment, je garde Édouard Philippe, mais je le garde pour 2 raisons. Non seulement parce qu'il est populaire, mais surtout parce que je trouve qu'il fait très bien le job. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours se réfugier à une popularité ou une impopularité. Je trouve qu'il fait remarquablement bien le travail. Il n'est pas dans la fanfaronnade, il est donc sérieux et il s'est débrouillé probablement, surtout pour gérer cette crise sanitaire. Beaucoup mieux que quiconque n'aurait pu le faire. Voilà. Donc, bien évidemment, je le garde. Enfin. Stéphane? Je suis Macron, moi je garde Brigitte, je crois. Excellent. Eh ben moi je vais vous dire mon sentiment après tout. Si j'étais, je pense qu'il faut qu'il parte parce que si Emmanuel Macron veut être réélu, il ne peut pas le faire sans prendre de risques. Il ne peut pas l'être sans prendre de risques. On n'est pas réélu en faisant la même chose pendant 5 ans, me semble-t-il. Mais enfin, on verra bien. On n'a pas trop le temps, malheureusement, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes de parler de la Convention citoyenne. Mais Rost, je voulais avoir votre avis, puisqu'on dit qu'il va y avoir une réforme du Conseil économique, social et environnemental, dont vous faites partie, pour accueillir justement ces conventions citoyennes. Vous pouvez nous éclairer en 1 minute là-dessus ou... Globalement, ce qu'ils appellent la chambre du futur, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est arriver à créer une institution justement où il y aurait de temps en temps des citoyens tirés au sort
qui pourraient D'accord. éventuellement participer à ce genre d'exercice. Bon, alors sur la Convention citoyenne en tant que telle, moi je suis un peu dubitatif Moi aussi. par rapport à ce qui en est sorti. Ils ont été très dirigés par des spécialistes qui, eux, ont plus ou moins imposé leurs idées. Et l'histoire des 110 km/h, je pense qu'il faut arrêter les conneries à un moment donné, quoi. Est-ce que, justement, Stéphane, peut-être... Pardon? Pour une fois, je suis d'accord avec Rost. Donc, Mais tout à l'heure, j'étais d'accord aussi avec vous, malgré moi. Justement, est-ce que tout ce qui ressort de cette convention citoyenne, ça ne veut pas dire que ça serait le moment de relancer la démocratie représentative? Bien sûr. non, mais c'est la fin de la démocratie, justement. Je veux dire, cette convention Parce que c'est citoyenne, notre- c'est l'oubli de l'expertise, c'est l'oubli de l'expérience, c'est l'oubli de la connaissance. C'est-à-dire, c'est donner le coup. c'est la parole des experts qui est reproduite parce qu'il est et alors, on a censé être des démocratique, mais idées enfin. les plus stupides qui sortent d'un chapeau. Ça amuse les gens. Bon, j'espère qu'on ne fera rien de tout ça. Et ça sera rassurant parce que franchement, quand on voit les propositions, mais c'est à désespérer du genre humain. Merci beaucoup Vincent Couronne, merci beaucoup Jean-Charles Lajoigny, merci beaucoup Rost et merci beaucoup Stéphane Monson. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder, donc le débat est toujours ouvert.